Nous avons avec nous en ligne professeur Justin Laroiré. Il est professeur adjoint à l'ENAP en transformation numérique des organisations publiques et automatisation des services publics. Bon après-midi, monsieur Laroiré. Merci, bonjour à vous. Oui, ça va très bien. On nous apprend, professeur, qu'il y a, parce qu'on a beaucoup ces derniers temps, parlé des problèmes de ratés informatiques à la SAAQ, mais on apprend qu'il y a aussi un autre système qui connaît des ratés, c'est un système d'information de laboratoire et c'est partout au Québec qu'on veut implanter un nouveau système. Et depuis l'automne, en fait, ça connaît des ratés, mais on avait bien gardé cette information-là, hein? Oui, ben c'est quelque chose qui résulte d'une enquête qui a été faite donc dans la presse, dans laquelle la journaliste m'avait interrogé. Puis le problème, c'est qu'il y a beaucoup de projets comme ça de transformation numérique qui se font à l'intérieur des organisations, puis qui sont pas spécialement révélés au grand public parce que souvent on pense que c'est pas utile. Puis il y a une partie des projets qui ratent et on n'aime pas montrer ce qui rate. Et c'est vraiment des utilisateurs, des médecins notamment, qui se sont enregistrés, qui ont mis ça sur TikTok, où on voyait en fait que lorsqu'ils faisaient des requêtes dans le logiciel en question, ils perdaient énormément de temps, ils devaient cocher des cases qui n'avaient aucun lien avec la demande de la requête, et c'est sur cette base-là que la journaliste a commencé à creuser le cas. Alors là, on passe de la SAAQ, oui c'est vrai, c'est une institution extrêmement importante pour des transactions, pour le permis de conduire et puis tout ce qui est en rapport avec le transport, la voiture, etc. Oui, ça, on comprend ça. Mais là, maintenant, il est question de santé publique et ça, si ce système-là doit foirer, ça risque de mettre en danger, en péril, la santé des Québécois et Québécoises, non? C'est certain que c'est des projets qui sont délicats, puis c'est une des grandes différences aussi entre les organisations publiques et les organisations privées. C'est les missions puis les services que les organisations publiques donnent. C'est souvent des services qui sont essentiels et pour lesquels on peut pas se permettre d'avoir des ratés lorsque l'on implante et que l'on utilise un nouveau logiciel qui soit avec de l'intelligence artificielle ou non. Donc là, c'est certain qu'il y a un besoin vraiment de s'assurer que le logiciel il fonctionne de façon tout à fait opportune, efficace, avant de l'étendre à plus grande échelle, parce qu'effectivement, on peut pas se permettre, par exemple, d'avoir des ratés ou d'avoir des longs délais dans le traitement de l'information, parce que là, il y a effectivement une question de santé publique qui est en question. On parle de laboratoires, donc tous les tests laboratoires du Québec, je comprends que c'est des laboratoires gouvernementaux, n'est-ce pas, d'hôpitaux et de centres de santé. Donc, ça touche beaucoup, mais beaucoup de gens. Est-ce que cette transformation-là a rapport uniquement avec ces laboratoires ou est-ce que c'est le système de santé en général qu'on veut informatiser, en tout cas trouver une nouvelle façon de véhiculer les informations regardant le système de santé au Québec de manière générale? Je dirais de façon générale, quand on regarde l'utilisation de logiciels informatiques, ça répond à un besoin d'être plus efficace, plus performant. C'est souvent une des motivations qui est mise en évidence pour l'utilisation et la transformation numérique. Donc c'est des choses qu'on regarde, qu'on essaye de faire un peu partout dans l'ensemble des secteurs. Donc c'est certain qu'il y aura encore d'autres transformations numériques dans le secteur de la santé, parce que c'est quelque chose aussi où on essaie toujours d'améliorer et de gagner en efficacité. Donc c'est un des projets de transformation numérique au sein du secteur de la santé. Il y en aura d'autres, donc ça c'est sûr et certain. Ça. Professeur, on parle parce que là il est question de beaucoup d'argent et on parle de firmes qui ont la compétence. Les transformations numériques, dès qu'on était au numérique, on pouvait s'attendre à avoir une étape de plus, n'est-ce pas? Changer
de l'information simple à l'information numérique. J'imagine que c'est complexe, mais pour moi, je suis un no-name, il n'y a pas de problème, mais pour ceux qui prétendent être des experts, comment reconnaît-on des experts dans ce domaine qui est tout à fait nouveau, là? Oui, c'est une excellente question que vous posez. En fait, je pense qu'un des points améliorés dans les prochaines années, c'est de permettre à des gestionnaires, à des personnes qui sont destinées à mener le projet de transformation numérique de bout en bout, d'avoir un minimum de compétences numériques. Parce que je pense que dans les décennies précédentes, on a trop vite fait confiance aux promesses et à l'expertise prétendue ou réelle d'experts techniques. Donc, on leur a fait confiance, on leur a dit, d'accord, si vous nous promettez de développer un projet numérique, par exemple, pour faciliter le transfert des résultats de laboratoire vers les hôpitaux, ok, on vous dit que ça va marcher, que ça va être fait dans les 2 ans, puis que ça va coûter 10 millions de dollars. Donc, on signe, puis après, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas toutes les données nécessaires, qu'il y a beaucoup de données qui sont pas encore numériques. Il y a des données qui ont des formats différents. Il y a des protocoles ou il y a des plateformes d'hébergement qui sont différentes les unes des autres. Et donc, autant le gestionnaire public, il connaît pas la réalité et la complexité technique, autant le développeur, lui, ne connaît pas suffisamment la complexité de la gestion publique, des organisations publiques. Et cette méconnaissance de part et d'autre, elle augmente le risque d'échec de la transformation numérique, comme elle augmente le coût aussi de la transformation numérique. Donc je pense qu'un des premiers points à travailler, c'est vraiment de créer un lien fort entre les gestionnaires publics et les développeurs, programmeurs, pour effacer cette différence-là. Et donc, on a aussi besoin de former nos gestionnaires publics à nous, à la gouvernance numérique. Mais en quelque sorte, professeur, est-ce que c'est pas normal qu'on en soit au stade d'essai-erreur, étant donné la nouveauté de la chose, étant donné surtout qu'on ne peut pas confier les données aussi sensibles d'une population à des étrangers? Oui, c'est certain que c'est ça qui fait que c'est plus complexe en fait dans le secteur public, c'est que on a des données sensibles, des données qui sont extrêmement importantes, et puis des données personnelles. Donc on peut pas demander à n'importe qui d'intervenir. Il faut avoir une sélection qui soit vraiment rigoureuse, mais aussi il faut s'assurer que ça marche bien. Puis il y a une difficulté qui est mise en évidence, c'est que d'un côté l'administration publique, elle fonctionne selon des règles qui sont bien précises, qui sont fixées depuis des années, donc qui sont pas spécialement adaptées à la réalité technologique actuelle. Et de l'autre côté, on a des personnes qui disent il faut innover, il faut expérimenter, c'est pas grave si on se trompe. Sauf que si le secteur public et les organisations publiques se trompent, ça peut avoir de graves conséquences aussi. Donc là, c'est l'équilibre à avoir entre il faut qu'on avance sur le plan technologique, il faut qu'on soit effectivement plus performant, qu'on permette aux personnes d'avoir accès à leur dossier numérique à distance. Mais en même temps, on peut pas faire un peu les cow-boys puis aller à l'essai-erreur. Il faut que ce soit une procédure qui soit conforme, où on puisse faire de l'évaluation de risque, de la gestion de risque aussi. Et donc, ça prend plus de temps. Ce qui fait que vu qu'on prend plus de temps aussi, le développement technologique, il n'attend pas les organisations publiques, il avance. Et donc là, on a un peu une organisation publique qui court après les avancées technologiques, qui court en arrière. Maintenant, pour la question de la transparence, quand on veut mettre le public en confiance, on se doit de lui dire les 4 vérités et de la rassurer ou le rassurer, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'on fait, aux erreurs éventuelles qu'on peut connaître. Cette information est sortie, disons, de sources journalistiques, de coulage, et c'est certainement pas le ministère de la Santé publique qui a informé le grand public des difficultés auxquelles il fait face. Est-ce qu'il y a de quoi être suspicieux par rapport à ce comportement? Je penserais pas. C'est certain que la transparence,
est quelque chose d'extrêmement important. Et en général, les organisations publiques sont beaucoup plus transparentes que les organisations privées. Je sais, sans citer les noms, mais qu'il y a plusieurs compagnies qui ont fait l'objet de brèches de données. Alors, il y en a qui sont médiatisées, comme celle qui est arrivée à ChatGPT récemment, mais il y a plusieurs compagnies dont on sait qu'il y a eu des brèches de données, puis qui n'en ont jamais communiqué l'existence à leurs clients, qui en ont jamais informé leurs clients. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est à mettre en évidence aussi. De façon générale, le secteur public est beaucoup plus transparent. Par exemple, lorsqu'on parlait de la COVID, on sait qu'il y a plusieurs pays qui ont mis en œuvre des applications de traçage qui ont été relativement peu utilisées, mais on avait systématiquement le code source. Donc, on expliquait les variables qui étaient utilisées, le type de données qui étaient collectées, ce qui n'est pas le cas notamment avec ChatGPT. Puis c'est aussi pour ça que l'Italie a interdit aujourd'hui l'utilisation du logiciel ChatGPT sur son territoire en disant on ne sait pas les données qu'ils aspirent, comme Google, comme Facebook, comme tous les réseaux sociaux que l'on utilise aujourd'hui, qui sont des aspirateurs à données, mais qu'on ne perçoit pas. Alors que dans le secteur public, effectivement, il y a davantage cette communication qui n'est pas toujours grand public, mais en général via des rapports, via des études qui sont réalisées sur des cas d'échec, on est assez bien documenté là-dessus. Justin Laroiré, professeur adjoint à l'ENAP en transformation numérique des organisations publiques et automatisation des services publics. Professeur Laroiré, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous, je vous souhaite une excellente après-midi. Vous aussi, merci, au revoir. Au revoir.